Plus nos peurs se dissolvent, plus la joie se déploie, plus la vie devient simple et merveilleuse. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons porter notre regard sur nos peurs. Et c'est avec l'auteur de cette phrase que je viens juste de vous citer que nous allons le faire. Il s'agit d'André Charbonnier. Bienvenue sur Calcédoine. Bonjour André. Bonjour Karine. Merci beaucoup d'avoir répondu oui à mon invitation. Je suis Le ravie. plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de faire cet enregistrement avec vous parce que j'avais très envie effectivement d'aborder ici sur Calcédoine le sujet des peurs et d'essayer d'y amener un peu de douceur grâce à votre vision des choses et à l'appui de vos éclairages expérimentés. Puisqu'effectivement, vous êtes créateur d'une méthode de libération des peurs qui s'est d'abord appelée la méthode Festen et qui s'appelle aujourd'hui plus naturellement la méthode Charbonnier. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont Plus de peur que de mal, qui est sorti en 2016. Alors effectivement, vous allez nous en parler plus en détail. Mais avant, André, si vous voulez bien, avant d'entrer dans l'univers un peu sensible de nos peurs, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous raconter un petit peu comment on en arrive personnellement ici à consacrer sa vie, à accompagner les êtres, à se libérer de leurs peurs. Que s'est-il passé pour vous, André? Si vous J'ai pouvez. eu très peur. J'étais noyé dans les peurs. Et évidemment, comme la plupart des gens, nous sommes noyés dans les peurs sans en avoir conscience. C'est ça peut-être le problème le plus terrible de la peur, c'est qu'on ne va pas imaginer que derrière notre souffrance, derrière nos mal-être, derrière nos blocages, euh, derrière chacune des choses qui ne va pas, il y a toujours une peur. Et ça, c'est vraiment pas évident. Moi, il m'a fallu du temps pour le découvrir. Je suis né en fait dans l'Yonne, un département de Bourgogne, et je suis né dans un secret de Polichinelle où mon père n'était pas mon géniteur. Et du coup, il y avait des choses qui traînaient un petit peu comme ça. Et j'ai ce mensonge qui était, enfin, cette information qui a été tue, je ne l'ai su officiellement que vers 40 ans. Et ça m'a, sans que j'en ai conscience, ça m'a complètement démoli ma vie puisque j'étais pris entre deux choses, c'est-à-dire j'avais deux pères et j'en avais zéro. Et j'étais incapable de me structurer. Alors, j'ai grandi, en fait, j'ai grandi sur deux voies parallèles. Je fais ça, puis c'est parallèle. D'un côté, il y avait mon évolution professionnelle, où je me suis fait fiche à la porte de l'école à 17 ans, et puis j'ai bourlingué dans plein de métiers à l'usine, etc. Et ensuite, je suis devenu éducateur, et puis éducateur, formateur, coach, et puis voilà, j'ai un passé donc d'accompagnant, tout en connaissant la vie dans ce qui est là de plus difficile dans la matière, quoi. Et puis, par ailleurs, eh bien, il y a toute l'histoire de ma souffrance où j'avais cette sensation, mais sans la connaître, de n'être personne, et avec juste la possibilité pour vivre, sans en être conscient non plus, de faire le clown. Je ne faisais que ça. Et les deux se sont rencontrés, les deux barres se sont rencontrés quand j'ai eu une femme et des enfants, parce que là, j'étais complètement en panique. J'avais des crises d'angoisse permanentes et j'ignorais totalement ce que c'était. Donc j'ai démarré une psychanalyse, j'ai fait 7 ans de psychanalyse à 3 séances par semaine pour finir par retrouver, grâce à des rêves, quel était le secret. Et à partir de là, j'ai essayé de réparer, un peu comme on fait dans les psychanalyses, les thérapies. Puis en fait, rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le film Festen, et qui est un film assez intense et qui
Pour moi, en tout cas, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est un film super dur, qui est violent, etc. Mais pour moi, c'est un film de libération. Le héros, à la fin, il est libre. Et j'ai vu cette évidence, en fait, en disant, mais toute cette histoire, elle ne m'appartient pas. Il faut que je la rende. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer. Notre famille se retrouvait tous les ans au week-end de la Pentecôte. Et lors d'un de ces week-ends, il y avait 50 personnes. J'ai fait mon festin Ah, devant tout le monde. Et après, moi, j'ai repris ma vie. J'étais en train de faire ma formation de coach. Et puis, ma vie s'est tellement transformée, mais c'était, j'ai pas de mots pour le dire, c'était comme une crêpe qu'on retourne, quoi. Il y avait, impressionnant. Je me suis dit, mais je peux pas garder ça pour moi, quoi. Et dans le même temps, comme je coachais des PDG, je voyais que c'est pas que je perdais mon temps, mais c'est que je faisais pas ce pourquoi j'étais là. Et donc, j'ai arrêté tout ça et j'ai créé une méthode. Qu'au départ, donc, moi, au départ, elle n'avait pas de nom du tout. Les gens, ils venaient me voir et puis, voilà, ils transmutaient leur peur. Et puis, c'était incroyable, quoi. Puis, au bout d'un moment, les gens disent, mais il faut que je puisse dire ce que je fais. Donc, on a trouvé, on dit, on va faire un festin. Et puis, en fait, après, j'ai contacté le producteur du film qui m'a refusé le droit d'utiliser ce terme. Et donc, j'ai pris une méthode Charbonnier. Ce qui était aussi bien, puisque la méthode Charbonnier, elle est en deux parties. Et quand les gens ils disent j'ai fait mon festin, ils pensaient avoir fait l'ensemble, alors que le festin, c'est à peine la moitié. Voilà. Donc voilà, un peu résumé, 40 ans et quelques de vie, et puis encore 20 ans après. Bon, et André, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui est plus subtil pour capter, pour arriver à entendre, à décoder ces peurs qui sont sous-jacentes en fait dans l'empêchement d'être pleinement qui nous sommes? Oui, alors là aussi, il y a deux choses. J'ai toujours été un enseignant dans l'âme. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs où j'ai peut-être 5 ans et je suis en train de me passer du temps à me dire si je devais enseigner à un Esquimau ce que c'est qu'une table, comment je m'y prendrais. J'ai toujours eu ça. Et puis après, j'ai une grande empathie et puis toute une technique. J'étais éducateur en 80, j'ai été diplômé en 84, mais j'avais commencé à travailler en 78 dans le secteur. Et donc, j'ai tout ce passé d'acquisition de techniques, de décodage, d'analyse. Et cette empathie, l'intuition et la technique se mélangent. Et pour moi, les choses, elles se révèlent d'une façon quasiment instantanée, quoi. Mm. C'est, et puis, je dis on, c'est les accompagnements. Nous avons des grilles d'entretien que j'ai élaborées. Voilà, on a un système de recueil d'informations qui fait que un accompagnant, en 2 heures, il est capable de dire à la personne quel est son problème, d'où il vient et comment le résoudre. En 2 heures. D'accord. C'est-à-dire que, pour le dire un peu crûment, je m'aperçois, moi, que quand je fais un entretien avec une personne, au bout de 2 heures, il en sait plus que moi, enfin, elle en sait plus sur elle que moi, je n'en savais sur moi au bout de 7 ans de psychanalyse. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. En effet, pour cibler si rapidement, oui. Mm. Alors, j'ai eu envie de vous inviter, André, parce qu'effectivement, on ne peut que constater avec le contexte actuel euh, les peurs de tout ordre qui surgissent, qui se créent même, et qui peuvent conduire à faire des actions que peut-être nous ne ferions pas si elles n'étaient pas motivées par cette peur ou ces peurs. Quel est votre avis à ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez nous traduire de ce qui se passe? C'est que les peurs qui se présentent à l'extérieur font écho aux peurs qui sont à l'intérieur de nous.
En quelque sorte, elle les excite, vous savez, comme une excitation électrique. Elle les renforce. Si on n'avait pas les peurs à l'intérieur de nous, les peurs extérieures euh, n'auraient aucun impact. On serait vraiment dans le dicton qui dit « la peur n'évite pas le danger ». Il n'y a aucune raison de vivre dans l'inquiétude, de vivre dans le stress, de vivre dans la panique, parce que ça n'aide en rien. Simplement, la problématique des peurs intérieures, c'est qu'elles sont plus fortes que nous. Vous savez, c'est l'expression « c'est plus fort que moi ». Hein, par exemple, quelqu'un va dire « je me dévalorise, c'est plus fort que moi ». Mais c'est quoi ce « C apostrophe » ? Cela est plus fort que moi. Ça ne veut rien dire. Et c'est ça que j'ai compris, moi. J'ai trouvé ce que c'était que le cela, en quelque sorte. Et donc, une fois qu'on a identifié cela, on comprend qu'il y a tout un ensemble d'illusions qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à préciser à l'intérieur de nous. Si je vous dis, qu'est-ce que c'est qu'une illusion ? Qu'allez-vous me répondre ? Quelque chose qui se passe sans qu'on s'en rende compte ? Oui, c'est quelque chose qui a l'apparence d'eux, mais qui n'est pas. C'est une illusion. Par exemple, on me présente un hologramme d'un bateau. C'est une illusion, ce n'est pas un vrai bateau, c'est un hologramme, c'est ça une illusion. Le problème, c'est que du coup, on a l'impression que nous, si on était victime d'illusions, on le verrait. Et justement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les illusions, pour nous, c'est la réalité. Une illusion ne devient une illusion qu'après coup, quand on s'en est libéré. Wow. Ouais. J'ai un mur devant moi, il est réel. C'est que si je le traverse, je dis « Ah ben tiens, ce n'était pas un mur. » Mais tant que je ne l'ai pas traversé, c'est un vrai mur. Eh bien, c'est notre vie. Toute notre vie de prisonnier des peurs, elle est là. C'est pour ça aussi qu'on dit « l'œil voit tout sauf lui-même ». On ne peut pas voir à l'intérieur de soi parce que, par définition, il est impossible d'avoir conscience de son inconscient. Or, tout se passe dans l'inconscient. Et à un point qu'on n'imagine pas, puisque quelqu'un qui n'a pas fait de travail sur lui-même, quel que soit le travail, il est aux commandes de sa vie à 5%. Pas plus. Et là, ce n'est pas que moi qui le dis. Hein. Tous les psys, les psychanalystes, tous ceux qui travaillent sur l'être humain, ils s'entendent là-dessus. Si tu n'as rien fait, 95% de ta vie t'échappe. 95%. Il y a un sacré boulot alors. Hein. Ça veut dire, vous imaginez, par jour, on prend entre 3000 et 6000 décisions. Mettons 5000 pour faire un compte rond, je ne suis pas fort en calcul. 95% de 5000, ça fait 4000. Combien Alors moi, je ne suis pas forte en calcul non plus. Alors je En tout cas, c'est rien du tout, quoi. 50 pour 1000, 500, oui, ça fait 4000. Si on prend 5000, ça fait 4500 décisions. C'est pas nous. Bon, alors ça laisse un potentiel énorme. Ah oui, si on reprend les commandes, waouh! C'est pour ça que c'est si extraordinaire. C'est pour ça que ma technique, elle est si extraordinaire. C'est que plus tu avances, plus tu récupères des unités de commande. Et en plus, on récupère des unités d'énergie aussi. On récupère des unités de clarté. Parce que le propre de l'inconscient, c'est de nous mettre dans la confusion. Parce que quelqu'un, pour reprendre le même exemple, quelqu'un qui se dévalorise, il est obligé d'être dans la confusion parce qu'il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Il est confus. Il est juste incapable. Si quelqu'un lui fait un compliment, il va dire non, 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 non. Mais si on lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas le dire. C'est très juste, on se rend compte de ça individuellement.
Mais j'imagine que pour se libérer de nos peurs qui nous freinent, qui nous empêchent, il est donc justement nécessaire de déceler l'origine, le point de départ. Euh, alors, mais comment on peut arriver à trouver au moins un axe? Comment on peut déceler ce point d'origine, puisqu'on se leurre avec ces illusions? Est-ce qu'on peut soulever un peu le voile de l'illusion? Comment on peut s'y prendre? Alors, il faut obligatoirement un point de vue extérieur. Le mieux, le top, c'est de rencontrer un accompagnant, parce que l'œil voit tout sauf lui-même, mais l'accompagnant, lui, il vous voit. Donc, il arrive à décoder. Et puis, ensuite, on a une grille de lecture, comme je disais, et si chacun est singulier, ça, il faut vraiment, il n'y a pas deux situations identiques. Il y a quand même des familles. Voilà, un enfant qui a été maltraité, il a un certain type de symptômes et un certain type d'atteinte, de mal-être. Néanmoins, il ne sera pas le même, il n'aura pas la même atteinte qu'un autre enfant maltraité. L'ensemble de la population, quand même, sur Terre, sur la Terre entière, tous les mal-être, toutes les souffrances viennent d'une même chose. Et c'est cette chose-là que j'ai comprise que, à ma connaissance, j'ai vu nulle part ailleurs. Peut-être quelqu'un d'autre l'a découvert sans que je le sache, mais pour l'instant, je n'ai jamais vu d'autres personnes en parler. C'est le fait que tout le monde naît sur Terre avec deux injonctions de croyance, c'est-à-dire qu'on doit croire, sans en avoir conscience, à deux choses. Maman égale amour, papa égale sécurité. C'est en nous dès qu'on arrive sur Terre, et c'est en soi pour tout le monde. Tout le monde a ces deux croyances. Et le problème, c'est que c'est tellement gravé profondément en nous que ça devient, pour notre mental, une question de survie. C'est-à-dire, si j'en manque, je vais mourir. Donc, il faut s'imaginer que, du point de vue de notre mental, c'est comme si, dans la réalité, on nous mettait un sac en plastique sur la tête. J'ai autant besoin d'amour et de sécurité que j'ai besoin d'air pour respirer. C'est à ce point-là. Et tout va partir de là. Parce que, hélas, dans notre monde, maman égale pas toujours amour et papa égale pas toujours sécurité. Loin s'en faut. Parce qu'il faudrait que les parents ils soient parfaits. Or, quelqu'un de parfait, moi, je ne connais pas. Hein. À part moi, je veux dire. Je plaisante. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand un enfant a, par exemple, sa mère qui manque d'amour, par exemple, je sais pas, sa mère lui crie dessus, ou sa mère le frappe, encore pire, ou sa mère l'abandonne, là, à ce moment-là, l'amour disparaît. Et le mental possède un logiciel survie. Nous sommes des êtres de survie, comme des animaux. Et un animal, quand il est en survie, il a deux choix, hein, fuir ou attaquer. Eh bien, nous, c'est pareil. Les êtres humains, s'ils sont en danger, hein, voilà, s'il y a le feu chez moi, ou je fuis le feu, ou je combats le feu. Mais là, le petit bonhomme ou la petite fille à sa maman qui la laisse pleurer, elle peut ni fuir ni attaquer. Or, elle est en train de mourir. Le mental croit qu'il est en train de mourir. Donc, le mental doit faire une opération pour sauver la vie de cette petite fille, par exemple. Et ce qu'il va faire, comme il ne peut pas modifier la situation, il va modifier la petite fille. La petite fille va modifier ses croyances. Au lieu de dire « c'est maman qui est en train de m'abandonner », elle va dire « c'est moi qui suis mauvaise, c'est moi qui suis méchante. Et c'est pour ça que maman m'abandonne. C'est pas parce que maman égale pas amour, c'est parce que moi je suis mauvaise. Et comme ça, maman égale toujours amour. Ouf, je me suis sauvé la vie. Sauf que j'ai créé un mensonge pour pouvoir rester vivant. Et ce mensonge, il va m'accompagner toute ma vie. Et donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, la dévalorisation, s'il y a mon père qui me dit à longueur de journée, mais t'es nul, tu vaux rien, eh bien, pour garder papa égale sécurité, je suis obligé de me dire, il a raison, c'est moi qui vaux rien.
Et donc, après toute ma vie, je dois valoir 0. Donc, si quelqu'un me fait un compliment, ça contredit le mensonge, ça contrarie le mensonge. Et je ne peux pas l'accepter. Le mensonge doit rester vrai. Et derrière chaque mensonge, il y a une peur. Si ma mère m'abandonne, eh bien, quand je m'accuse, j'ai peur que ma mère m'abandonne encore. J'ai peur que ma mère ne m'aime plus, puisque je ne le mérite pas. J'ai créé le mensonge que je ne le méritais pas, donc j'ai peur maintenant. Et voilà, nos peurs, elles partent toutes de là, pour tout le monde. Toutes nos peurs sont semblables à un arbre. Il y a les racines, ça c'est maman égale amour, papa égale sécurité, et puis après on va avoir un tronc. Chacun a une peur, ce que j'appelle une peur centrale. Pour certains, ça va être l'abandon, la maltraitance, ça peut être l'inceste, ça peut être... oui, toutes ces choses-là, c'est vraiment la chose majeure qui a causé la souffrance. Et puis après, il y a les branches maîtresses qui sont les peurs secondaires. Par exemple, la dévalorisation ou le manque de confiance, ou voilà, des choses comme ça. Et ensuite, chaque peur, chacune de ces peurs va créer d'autres peurs. Parce que vous savez, c'est le principe de la peur. Une fois que j'ai menti, je suis obligé de rementir pour faire un mensonge, pour faire tenir toujours la vérité. Mais c'est tout simple. Si par exemple, j'ai pas envie d'aller au travail, j'appelle mon travail, je dis oh, je suis malade, je peux pas venir ce matin. Le lendemain matin, j'arrive au travail, on me dit alors ça va mieux. Ben Soit oui. je dis bah non, en fait, j'étais pas malade et je reviens dans la vérité. Mais si je veux garder mon mensonge, je suis obligé de faire un deuxième mensonge. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Eh bien, le mental, il est pareil. Il est obligé de faire des mensonges pour faire tenir les mensonges. Et puis, ça va faire les branchettes, et puis ça va faire les feuilles. Et l'arbre, c'est un arbre des peurs avec des centaines et des centaines de peurs comme ça qui nous habitent. Et toutes sont plus fortes que nous. Si je dois me dévaloriser, c'est plus fort que moi. Ça veut dire mon mental inconscient est plus fort que moi. Je suis obligé de me dévaloriser. J'y peux rien. Alors, vous parlez de l'inconscient et du coup, pour qu'on puisse passer au-delà de ces peurs, j'imagine que justement, c'est le regard qui est porté par l'extérieur sur nous qui nous permet de faire revenir à la conscience et qui nous permet de passer outre ces peurs. Alors en fait, il y a un mécanisme, c'est que pour euh, créer une peur à l'intérieur de moi, ça ne se fait pas tout seul. Parce qu'en fait, un bébé, il est pur, il ne peut pas se faire croire qu'il est mauvais. Hein, c'est comme si j'essaie de me faire croire que je suis bleu. Ben non, je regarde ma peau, je ne peux pas y croire que je suis bleu. Et donc, le mental doit opérer, il doit trouver une astuce. Et ce qu'il va faire, c'est que il va prendre un morceau du parent, un morceau énergétique du parent. Par exemple, si la mère est en train de crier sur son enfant, ça veut dire que cette mère, elle a bien quelque chose de défaillant. Il y a bien en la mère une peur aussi. S'il n'y avait pas une peur, elle ne crierait pas sur son enfant. S'il n'y avait que de l'amour, elle ne crierait pas. Et donc, le bébé, il va prendre cette énergie de la mère et il va la déposer en lui. Et là, comme ça, il regarde en lui, il dit, ah oui, là, c'est bon. Je vois le manque d'amour en moi. Je peux croire que je ne vaux rien, je peux croire que je suis indigne d'amour, etc., etc. Ou que je mérite d'être maltraité. Et donc, la méthode Charbonnier commence par le fait de se libérer de tous ces morceaux en nous. Si les morceaux disparaissent, les peurs disparaissent parce qu'on ne peut plus y croire. OK, ces morceaux, d'où viennent-ils? De nos parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les rendre à nos parents, tout simplement. Et c'est ce que j'ai créé, ce fameux festen, c'est en fait une cérémonie, un rituel de libération qui s'établit dans des circonstances particulières, avec un contenu particulier, une forme particulière, et qui fait que quand la personne termine sa cérémonie, instantanément, elle est libre. C'est instantané. Boum. Oui, de toute façon, on peut effectivement aussi entendre des témoignages
sur votre chaîne YouTube, par exemple, où il y a des retours de ces vécus, de ces expériences-là. On en voit, et du coup, c'est très, très bluffant. Et moi, je me questionne par rapport à cette situation actuelle que l'on vit à l'extérieur, du coup, qui crée de nouvelles peurs, mais et là aussi, ça provient de la base, de cette même base. Oui, c'est-à-dire que le danger soit réel ou non n'est pas la question. C'est pas ça qui est en jeu en ce moment. Euh, si le danger était réel, c'est ce que je disais tout à l'heure, la peur n'évite pas le danger. Donc, les questions qui nous reviennent après de traiter, c'est à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais? Bah, par exemple, personnellement, moi, ce qui se passe là, rien du tout. Hein. Je n'ai pas une émotion, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Pourquoi? Ben parce que je suis libre de mes peurs à l'intérieur. Et c'est uniquement cette dimension-là. Soit il y a un vrai danger, soit il n'y en a pas. Mais dans les deux cas, je n'ai pas à m'identifier à ça. Et après, il y a encore une autre dimension, c'est est-ce que euh, quelles sont les intentions, par exemple, quelles sont les intentions des médias? On peut se poser la question. Pourquoi passer tous les journaux, toute la journée, toute la semaine, toute l'année à dire il y a tant eu de cas, il y a eu tant d'hospitalisations, tant de morts? Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat? Est-ce que ça va mettre les gens bien? Alors, évidemment, moi, je me souviens quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Euh, j'ai plusieurs de mes clients qui m'ont appelé dans les jours suivants, euh, qui m'ont appelé à l'aide, qui étaient mal, mal, mal. Et donc, on a dénoué ça. Et ils avaient tous une chose en commun. Ils avaient passé leur temps devant la télé. Tous. Voilà, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit éteins ta télé, allume ton cerveau. Et en fait, va donc y avoir la rencontre de ces peurs extérieures et des peurs intérieures. Ce qui fait que les gens euh, sont confus et perdent euh, toute lucidité. C'est-à-dire que, bon, moi je ne sais pas, encore, moi je parle pour moi hein, juste, hein, mais quand je vois la peste du Moyen Âge, elle a fauché 2 personnes sur 3 ou 1 personne sur 2, je ne sais plus. Bah, tu le vois, tu as la moitié de ta famille qui est passée, la moitié de ton village qui est passé, tu le vois. Moi, je regarde autour de moi, je connais personne qui soit mort. Hein. Mais on arrive à un truc, vous savez, c'est comme, moi j'ai la météo sur mon téléphone portable, et des fois j'allume, je regarde la météo, il me dit, il pleut. En ce moment-là, chez toi, il pleut. Je regarde dehors, il ne pleut pas. Je trouve ça très drôle. Eh bien, on arrive dans une époque où les gens, ils vont voir, il pleut, ils regardent, ils disent, bah, il pleut. Non, il pleut pas. Ah si, bah, si, ils le disent, c'est qu'il pleut. J'adore cette Oh, exposition. non, regarde, reviens dans la réalité. Mais pourquoi les gens sont pris parce qu'ils ne sont plus dans la réalité? C'est-à-dire que ce qu'on apprend aussi avec ma méthode, c'est que tous ces mensonges, toutes ces peurs sont véhiculés sur un autre niveau que le niveau réel. Hein. Quelqu'un qui a peur qu'on l'abandonne, vous voyez un exemple encore plus frappant. Les gens qui font des discours, qui ont peur de parler en public. Et dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir des pierres, il y a quelqu'un qui va lui tirer dessus, il y a... Non, il n'y a rien. Au niveau réel, il y a zéro. Ça veut dire que la peur n'existe pas au niveau réel. Cette peur, elle existe sur un autre niveau, et ce niveau, c'est le niveau symbolique. Ce sont des symboles. Parce qu'en fait, le mental, il guette des symboles. Voilà. Si je dois être nul, quelqu'un qui me dit oh, t'es fort, eh bien, c'est le symbole que je ne suis pas nul. Vous voyez? Mon mental guette des symboles. Notre vie, elle nous échappe parce qu'on donne notre pouvoir à 95% à des symboles
pas à la réalité. Vous voyez, encore un exemple, l'ado qui va vouloir des chaussures de sport de marque et pas une autre, même si elles sont moins confortables qu'une paire qui vaut 10 fois moins cher. Non, je veux celle-là. Ben, tu ne veux pas une réalité, tu veux un symbole. La vie entière est dans les symboles. Pourquoi je veux une grosse voiture? Pourquoi je veux une belle femme? Pourquoi je veux un homme riche? Pourquoi? Tout ça, c'est des symboles. À 95%. C'est ultra réconfortant d'entendre ça. Ça veut dire qu'avec le bon accompagnant, la bonne méthode, la méthode Charbonnier, on peut parvenir à se sentir en sécurité à tout instant et oser, en fait, oser être tout simplement. Oui. Alors, il faut juste tempérer un tout petit peu pour revenir vraiment dans la précision. C'est que il nous arrive d'être face à des peurs réelles, pas des peurs symboliques. S'il y a une voiture qui me fonce dessus, j'ai peur, j'ai raison d'avoir peur. Mais dans la vie, combien de fois on est face à des dangers réels? Mais 1% des fois. Oui, et puis là, le mental, j'imagine, n'intervient pas. Enfin, je veux dire, c'est une réaction instinctive animale qui se déclenche. Bien sûr, oui. Bien sûr. C'est, voilà, tout ça est expliqué. Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. J'en parle dans Plus de peur que de mal. C'est vraiment, la peur a des circuits dans le cerveau et on a compris tout ça. Simplement, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a des vraies peurs et des fausses peurs. Ce que j'appelle les peurs de type 1, les peurs de type 2. Les peurs de type 1, c'est les vrais dangers. Les peurs de type 2, c'est les faux dangers. 99%. Voilà pourquoi 99% de nos peurs ne se réalisent jamais. Et donc, oui, si je suis libre de ça, je vis en sécurité tout le temps. Parce que je n'ai pas peur qu'on m'abandonne, je n'ai pas peur qu'on me maltraite, je n'ai pas peur qu'on me rejette. Ça rend beaucoup de possibilités possibles, justement. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est beaucoup d'enjeux qui disparaissent de notre vie. Parce qu'un enjeu, c'est quand j'ai quelque chose à gagner ou quelque chose à perdre. Et là, d'un seul coup, non, j'ai plus rien à gagner, plus rien à perdre. Je suis en train de discuter avec quelqu'un, j'ai rien à gagner à avoir raison, j'ai rien à perdre d'avoir tort. Et d'ailleurs, quand on est libre, on s'aperçoit que, et moi le premier, je dois vous dire, c'est qu'on ne parle plus, on se tait 9 fois sur 10. Parce que 9 fois sur 10, je peux vous dire que moi, je faisais du bruit avec ma bouche, c'est tout. Hein. C'est que ça. Alors André, évidemment, on pourra retrouver en lien autour de la vidéo le lien d'accès pour aller sur votre site et sur votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a des actualités en cours dont on peut avoir connaissance? Oui, alors justement pour faire le lien avec ce dont on parlait de la situation actuelle, je viens de terminer un livre sur les conditionnements. Parce que, en fait, toutes ces peurs créent beaucoup de conditionnements. Nous sommes conditionnés sans nous en rendre compte. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Obligé et qui va sortir à la rentrée normalement, autour justement de tous les conditionnements intérieurs, comment on se conditionne soi-même en fonction de différentes choses, en fonction du lieu où nous sommes nés, en fonction des peurs que nous avons, etc. Et comment nous sommes conditionnés par l'extérieur, par la publicité, par les journaux, par la politique, l'économie, etc. Et donc, c'est vraiment un livre d'actualité. Je pense j'espère qu'il va aider beaucoup de gens parce que c'est vraiment le moment pour nous de nous libérer de ça. Oui, on en sent la pleine nécessité, effectivement. Merci d'avoir pris le temps d'écrire cet ouvrage. Et puis, je réédite mon livre Festen mode d'emploi, qui s'appelait Festen 2.0. C'est un livre à différentes éditions. Et là, en fait, je crée une série, Méthode Charbonnier, et sur 4 tomes qui reprennent en fait tout l'ensemble de la méthode et qui reprennent plus précisément tout ce que les gens vont vivre durant leur accompagnement, avec un accompagnant.
Et donc, il y a le premier tome, qui s'appelle donc méthode Charbonnier 1, la cérémonie de libération. C'est fait, c'était le mode d'emploi qui devient la cérémonie de libération. Méthode Charbonnier 2, et donc, pardon, je vais préciser au fur et à mesure, la cérémonie de libération, donc, c'est le mental qui guérit le mental. Le mental se libère lui-même en se servant du mental. Voilà, c'est une auto-guérison sous forme de rituel. Méthode Charbonnier 2, la discipline du bonheur. Le mental conscient reprend les commandes sur le mental inconscient. C'est là qu'on gagne du terrain sur les 95%. Méthode Charbonnier 3, le bonheur radical. C'est là où on va aller jusqu'au bout de notre discipline et qui va nous permettre surtout de passer de notre mental. Notre mental, il est situé dans le chakra numéro 3, au plexus solaire, et le but, c'est de priver le mental de pouvoir pour rendre le pouvoir au cœur, là où il y a notre vérité, où il y a nos vrais désirs. Tout là, ici dans le plexus, c'est des faux désirs. Hein. C'est les Nike, c'est dont je parlais, tout ce qu'on veut. Non, ça c'est du faux. Eh bien, quand on arrive dans le cœur, on revient dans le vrai. On revient dans les vrais désirs, on revient dans l'éros, hein, c'est Eros Thanatos. Les mensonges, c'est Thanatos, c'est la mort, c'est la morbidité. Là, on revient en vérité. On revient dans les vrais sentiments. Voilà, ça c'est le livre 3. Et méthode Charbonnier 4, le bonheur transcendé. Le bonheur transcendé, eh bien, là on est en 4D, on va voir comment monter en 5D, c'est-à-dire vivre totalement au quotidien en dehors du mental. Comment laisser sa vie être guidée totalement par le cœur, par le corps, puisque le corps, lui aussi, il a des besoins. Et nous, si on écoutait notre corps, déjà, on ne mangerait pas tout ce qu'on mange. Déjà, voilà, par exemple. On ne ferait pas l'amour comme on fait l'amour, etc. Donc, le corps, il faut lui rendre aussi les commandes. Et puis, il faut rendre les commandes au cœur. Et puis, il faut vivre au quotidien, donc, avec aux commandes son corps, son cœur et son intuition. Parce que l'intuition, c'est aussi quelque chose de fantastique, qui est autre chose que le cœur. Encore, le cœur, c'est, on pourrait dire, l'intelligence de notre soi supérieur, alors que l'intuition, c'est l'intelligence de l'univers. On reçoit de l'information de l'univers. Mais l'univers, il en sait un paquet, hein, ça vaut le coup d'être en lien. Et donc, les deux premiers livres sont écrits, puisque évidemment, c'est juste la réédition, le premier, donc ça va sortir juste après Obligé. Avant la fin de l'année, sortira aussi le tome 2, La discipline du bonheur, qui est écrit. Et en 2021, début 2021, sortira le 3, que je suis en train d'écrire. 2022. 2022, merci. Ça va vite, hein. Je n'ai pas dit 2020. Voilà, donc 2022, il y aura la sortie du 3 et du 4. Donc, ça veut dire qu'avec les 4 tomes à venir, on peut déjà se libérer, retrouver vraiment… Oui, ouais. Déjà le tome 1, c'est vraiment un mode d'emploi. Si on a un petit peu connaissance du fonctionnement de l'être humain, on peut vraiment déjà faire une libération. Ça sera moins puissant, honnêtement, qu'avec un accompagnant, parce que, encore une fois, si c'est enfoui dans l'inconscient, un accompagnant, il est formé, il ne voit pas dans votre inconscient, mais lui, ce qu'il voit, c'est les traces que laisse, c'est-à-dire, dit autrement, il sait décoder les symptômes. S'il y a des symptômes, il sait les rattacher à une cause, alors que quelqu'un qui n'est pas au fait de ça, il aura plus. Mais vraiment, il y a déjà dans la cérémonie de libération, il y a plus de 80 chapitres sur les différentes peurs qu'on peut avoir. Donc, quand on lit, on dit « Ah oui, ça, je connais ça. » Oui, ça fait forcément écho et résonance quand ça vient nous toucher. C'est ça, parce qu'il y a dans chaque chapitre, il y a les symptômes que la personne vit. Voilà. J'ai tendance à me dévaloriser, j'ai tendance à, etc. Et donc là, on peut se reconnaître à dire « Ah ben oui, ça serait intéressant que je fasse ce chapitre-là. » Je l'inclus dans ma cérémonie. Super, parfait. Eh bien, on a hâte de pouvoir se procurer tout ceci.
André, est-ce que je peux vous demander un mot de la fin, un conseil que vous voudriez bien nous donner pour créer un peu plus de liens doux avec nos peurs? Oui, c'est d'essayer, je sais que c'est difficile et qu'il y a un chemin, mais il est toujours possible de s'asseoir un instant, de se poser hors du temps et juste de mettre la main sur son cœur et d'écouter. Juste ça, juste ça. Respirer tranquillement, mettre la main sur son cœur. Que se passe-t-il? Parfait. Merci. Merci beaucoup, André, pour vos éclairages et l'accompagnement que vous nous proposez à chacun. Et puis, j'ai envie de finir avec l'une de vos phrases. Entre nous et le bonheur, il n'y a que des peurs. Alors finalement, on sait ce qu'il nous reste à faire. Exactement, c'est ça. C'est, il y a un dicton, une phrase de spiritualité qui est un peu un paradoxe qui dit, lorsque la dernière peur aura disparu de terre, Jésus n'aura pas été crucifié, Mm. n'aura plus été crucifié. Ouais. Et c'est assez juste parce que, on ne peut pas le développer là bien sûr, mais quand on fait une cérémonie de libération, on modifie son passé, littéralement. Eh, C'est-à-dire qu'on a supprimé la cause de la peur, donc on n'a plus besoin d'avoir créé la peur. Donc la peur n'a jamais été créée. C'est magique. bon, on va aller tous chercher par là-bas, hein, derrière, Ouais. pour que le présent soit plus présent et Et qu'il qu'il fasse. soit parfait. Mm. Merci infiniment, André. Merci de votre merci. Ça a été un bonheur de passer un moment avec vous. Et puis, bonne continuation et longue vie à Castelman. Merci, André. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.